RTVE, Radio-Télévision. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTVE, en particulier les amateurs de la rubrique Tonton Congo. Nous allons continuer nos lectures. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, des vertus de l'alimentation congolaise. Nous commençons à la page 1. Donc, le titre, c'est Vertus sanitaires des aliments congolais. Planche 2, on commence par le dongo dongo. Le dongo dongo, ou gombo en français, ou ocre non scientifique, Abelmoschus esculentus. D'autres noms dans diverses langues africaines, okoke, crin, lalo, etc. Planche numéro 3, on fait la comparaison avec une alimentation européenne exotique, par exemple le caviar, pour faire la comparaison des vertus et des dangers. Commençons par les dangers d'un aliment de luxe, le caviar, qui n'est pas congolais. Le caviar ou œuf d'esturgeon ou de poisson apparenté est un aliment très riche, mais sa consommation comporte plusieurs risques ou inconvénients si elle est fréquente ou excessive. Planche numéro 4. Les dangers du caviar. Teneur très élevée en sel ou sodium. Le caviar est fortement salé pour sa conservation. Un excès de sodium peut favoriser l'hypertension artérielle, augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, provoquer la rétention d'eau et les œdèmes. Certaines variétés dépassent 2 à 3 grammes de sel pour 100 grammes de caviar, ce qui représente déjà plus de la moitié de l'apport quotidien maximal recommandé. Donc rien qu'avec le caviar, vous avez déjà la moitié de la quantité maximale autorisée pour le sodium, sans compter le déjeuner, le déjeuner de midi et puis le souper. Donc c'est un aliment très concentré qui provoque beaucoup de risques d'excédent de sodium, avec les risques d'hypertension, des maladies cardiovasculaires et les œdèmes avec la rétention d'eau. Planche numéro 5, la suite des dangers du caviar, excès de cholestérol et lipides. Bien que riches en acides gras oméga 3 bénéfiques, les œufs de poisson contiennent aussi du cholestérol et des graisses saturées. Une consommation excessive peut poser problème chez les personnes à risque de dyslipidémie ou d'athérosclérose. Les risques microbiologiques. Le caviar peut ou pas pasteuriser. Le caviar qui n'est pas assez pasteurisé ou n'est pas carrément pasteurisé peut être porteur de bactéries pathogènes comme la listériose monocytogène, dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes âgées et les immunodéprimés, les personnes qui ont le système immunitaire déprimé. Il risque également de salmonelle si la chaîne du foie est rompue. Les salmonelles souvent provoquent la typhoïde et la listériose, souvent ça provoque des avortements chez les femmes enceintes. Planche numéro 6. Et puis la listériose se transmet aussi par les fromages, les œufs, tout ça, à part le caviar. Planche numéro 6. Les dangers du caviar, suite. Risques liés aux contaminants. Comme les esturgeons sont des poissons de grande taille et longévité, leurs œufs peuvent accumuler les métaux lourds qui se trouvent souvent dans la mer, le mercure, le cadmium et le plomb, et d'autres aussi. Si par exemple, c'est une mer qui est autour des grandes centrales qui ont subi des catastrophes nucléaires comme à Tchernobyl ou bien à Fukushima, il y a aussi risque de contamination radioactive. Donc il y a des risques avec ces poissons-là des eaux. Il y a un risque de métaux lourds, mercure, cadmium, plomb, on peut ajouter uranium et plutonium. Les polluants organiques persistants comme le PCB et la dioxine. On a eu beaucoup de cas d'épidémie de dioxine ici, tout le monde les connaît, tout le monde se rappelle. L'exposition chronique peut affecter le système nerveux, la fertilité et augmenter le risque de certains cancers. Risque aussi allergie alimentaire. Comme tous les produits de la mer, les œufs de poisson peuvent déclencher une allergie sévère, des réactions cutanées, respiratoires, par exemple asthme, ou voire des chocs anaphylactiques. Planche numéro 7. D'autres dangers du caviar. Contre-indications particulières. Les femmes enceintes, prudence à cause du risque de listériose et du taux de sodium, du taux élevé de sodium. Les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque rénale ou d'hypertension, limitez fortement la consommation du caviar. En résumé, le caviar n'est pas toxique en soi et apporte même des nutriments intéressants, protéines oméga 3, vitamines B12 et D, mais c'est un aliment à consommer rarement et en petite quantité, surtout pour éviter les excès de sel, le risque microbiologique et l'exposition aux contaminants. Planche numéro 8. Les bénéfices potentiels du caviar. Qualité nutritionnelle. Source riche en protéines, complète, tous les acides aminés essentiels sont là.
acides gras essentiels, c'est riche en oméga 3, les PA, DHA, qui protègent le cœur, le cerveau et réduit l'inflammation. Planche numéro 9, bénéfices potentiels du caviar. Suite, les vitamines, bonne source de vitamine B12, vitamine D et vitamine A. Les minéraux, le caviar apporte un apport intéressant en sélénium, qui est un métal très important pour le rajeunissement du corps et la protection à beaucoup de choses. Le magnésium, le fer, etc. Les goûts et gastronomie. Produit raffiné, apprécié pour sa valeur, pour sa saveur unique. Une saveur vraiment, quand vous goûtez ça, vous sentez que vraiment, c'est une saveur qu'on ne peut pas trouver ailleurs. La population en général, consommer occasionnellement, c'est sûr et nutritif. Il ne faut pas exagérer, comme on avait vu la fois passée, avec des quantités élevées de sel. Planche numéro 10, le caviar apporte des vitamines, bonne source de vitamine B12, ça on avait déjà vu. Vitamine B12 DA, apport intéressant en sélénium, magnésium et fer, goût et gastronomie, produit raffiné, apprécié pour sa valeur, sa saveur unique. Planche numéro 11, risque et danger du caviar. Acide gras essentiel peut contenir aussi graisse saturée et cholestérol à limiter pour certaines personnes. Les minéraux peuvent contenir des métaux lourds, mercure, cadmium, plomb, on a vu l'uranium et plutonium, 6 produits contaminés. Les goûts et gastronomie, produits très salés, risque d'hypertension, rétention d'eau, surcharge rénale. Planche numéro 12. En matière de sécurité alimentaire, il y a le risque de listériose, comme on avait dit, et de salmonellose, si mal conservé, surtout si n'est pas pasteurisé. Les allergies peuvent déclencher une allergie sévère chez les personnes sensibles aux produits de la mer. La population générale a évité un excès, surtout chez les femmes enceintes, hypertendues, insuffisants cardiaques ou rénaux. Planche numéro 13, conseils pratiques sur les caviar. Quantité recommandée, pas plus de 20 à 30 grammes par prise occasionnelle. Il faut que la prise soit occasionnelle, pas consommation régulière. Et puis il ne faut pas dépasser 20 à 30 grammes par prise. Choisir le caviar pasteurisé ou provenant de sources fiables. Il faut une certification, il faut voir la certification. Conservation, toujours au froid, consommer rapidement après ouverture. Il ne faut pas laisser ça toute la journée ouvert, ça va se contaminer et puis les microbes éventuels qui sont là risquent de proliférer. Planche numéro 14, on passe au brocoli, encore une légume belge je pense. Le brocoli est généralement considéré comme très sain, mais comme tout aliment, il peut présenter certains risques ou inconvénients dans des situations particulières. Planche numéro 15. Parmi les risques, il y a les troubles digestifs, gaz, ballonnement, riche en fibres et en composés soufrés, glucosinolates, sulfate. Le brocoli peut provoquer des flatulences, des ballonnements, des douleurs abdominales. Ce phénomène est accentué chez les personnes souffrant de syndrome de l'intestin irritable, SII, syndrome de l'intestin irritable, ou intolérance au FODMAPs. Planche numéro 16, risque de brocoli suite, interférence avec la thyroïde, goitrogène. Le brocoli cru contient des goitrogènes progoitrine, thiocyanate qui peuvent perturber l'absorption de l'iode et la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le risque est surtout chez les personnes carencées en iode ou ayant une hypothyroïdie. La cuisson de brocoli réduit fortement cet effet. Il ne faut pas manger des caviar cuits ou bien mal cuits. Il faut bien cuire ça pour supprimer la progoitrine, les thiocyanates qui peuvent exposer à l'apparition du goitre. Risque allergique. Rare mais possible. Réaction cutanée, respiratoire ou digestive. Plus fréquent chez les personnes déjà allergiques à d'autres crucifères comme les choux, la moutarde, etc. Planche numéro 17. Les interactions médicamenteuses avec les brocolis. La brocoli est riche en vitamine K, donc ce qui peut interférer avec les anticoagulants comme la warfarine, la cénocomarol, etc., nécessitant un suivi médical et une consommation régulière et stable plutôt qu'irrégulière. Parce qu'il y a des gens qui ont un trouble de coagulation, ils coagulent à l'excès, et on leur donne des warfarines, des acocumarol pour diminuer un peu la tendance à la coagulation. Alors, quand vous mangez trop de brocolis, ça peut contrecarrer le fait de ces médicaments-là. Contamination possible, comme tout légume, risque de contamination par bactéries, Escherichia coli et Salmonella si mal lavé. Le risque aussi de contamination par des pesticides,
moins si bio, si la culture des brocolis était en bio ou si c'est bien rincé. Donc il faut préférer la version bio et puis bien rincé comme tous les légumes. Il faut bien les rincer avant la cuisson, avant la consommation. Bien laver et si besoin, bien cuire. Planche numéro 18. Excès de fibres. Une consommation excessive peut entraîner des diarrhées, des crampes abdominales, des diminutions de l'absorption de certains minéraux si associés à d'autres aliments riches en fibres. En résumé, pour la majorité des gens, le brocoli est un aliment bénéfique qui contient des antioxydants, des fibres, des vitamines C, des vitamines K, des folates et de l'acide folique, vitamine B9, mais les risques augmentent s'il est consommé cru en très grande quantité, comme on avait dit, des dangers pour la thyroïde. Chez les personnes avec intestin sensible ou sous traitement anticoagulant. Donc, devant ces situations-là, il faut éviter de manger trop de brocoli. Planche numéro 19. Flatulence, ici pour la lexique, on va expliquer un peu flatulence, ballonnement. La flatulence, c'est l'émission excessive de gaz intestinaux par l'anus, souvent accompagnée d'un bruit et parfois d'odeurs désagréables. Les ballonnements, c'est la sensation de gonflement et de distension du ventre due à l'accumulation de gaz ou de liquide dans l'abdomen. Les crampes abdominales, ce sont des douleurs musculaires violentes et spasmodiques localisées dans la région de l'abdomen. Planche numéro 20. La rumination, c'est la régurgitation répétée de nourriture non digérée depuis l'estomac vers la bouche, suivie de mastication et de reculements souvent involontaires. C'est le cas avec les animaux ruminants, comme les vachins, les chèvres et tout ça. Aérophagie, c'est la déglutition excessive d'air qui peut provoquer une sensation de gonflement abdominal et de gaz. L'éructation, c'est le rejet bruyant d'air ou de gaz provenant de l'estomac par la bouche, communément appelé rot. Lexique, suite le PET, c'est un terme familier qui désigne simplement le gaz intestinal expulsé par l'anus, donc le phénomène physique. La flatulence est un terme médical plus large qui désigne la présence excessive ou anormale de gaz dans l'intestin, pouvant entraîner des PET fréquents, mais aussi des sensations de ballonnement ou d'inconfort. En bref, le PET est l'événement concret, donc le gaz expulsé. La flatulence est plutôt une condition ou un symptôme lié à trop de gaz dans le tube digestif. Les deux sont donc très liés, mais le premier est plus concret, le second est plus général. Planche numéro 22. On rentre dans notre dongo. Dongo, là c'était une parenthèse. Le dongo dongo est un légume aux nombreuses vertus sanitaires. Il est largement consommé pour ses bienfaits nutritionnels et médicamenteux et médicinaux, notamment en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes. Ses principaux bienfaits pour la santé sont les bienfaits du dongo dongo sont: il est riche en fibres alimentaires, il favorise une bonne digestion, prévient la constipation, aide à réguler le taux de sucre dans le sang, il ralentit l'absorption du glucose, donc bénéfique pour le contrôle du poids car il favorise la satiété. Donc quand favorise la satiété, on mange moins, donc on accumule moins de graisse et moins de calories et on évite de prendre trop de poids. Planche numéro 24, suite avec les dongo dongo. Bon pour le cœur parce que ça contient des fibres solubles qui peuvent aider à réduire le cholestérol LDL, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. On avait vu la différence entre le mauvais cholestérol et bon cholestérol. Tous sont des cholestérols, mais c'est le véhicule qui change. Le LDL apporte low density cholestérol. Ça prend le cholestérol à partir de la source de fabrication, souvent le foie, pour amener en périphérie dans les organes utilisateurs. Et là, ça s'accumule pour former des hormones. Tandis que les HDL, les bons cholestérol, ça prend, c'est le même cholestérol, mais enrobé dans une autre apoprotéine. Il prend donc le cholestérol à partir de la périphérie, il le ramène au niveau de la destruction ou bien de l'évacuation. C'est ça la différence entre un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Mais tous, ça contient toujours du cholestérol. Donc, les dongo dongo est bon pour le cœur parce que ça contient des fibres solubles qui peuvent aider à réduire les cholestérol LDL, les mauvais cholestérol, riches en antioxydants comme les flavonoïdes et les polyphénols, qui protègent les vaisseaux sanguins. Planche numéro 25. D'autres vertus du dongo dongo, c'est un hydratant et bon pour les muqueuses. Le mucilage, substance visqueuse du gombo, apaise et protège les muqueuses digestives. Il est utile contre les troubles comme l'ulcère gastrique. Planche numéro 26. Il aide aussi à contrôler la glycémie, diabète, on a vu ça. Le gombo peut réduire la montée rapide du sucre dans le sang après le repas.
Certaines études suggèrent que le gombo aurait des effets hypoglycémiants, baisse de la glycémie. En matière d'élever le taux de sucre après les repas, nous avons vu la fois passée ce qu'on appelle index glycémique, c'est la faculté à augmenter le taux de sucre pour un aliment. Un même aliment, par exemple la pomme de terre cuite, la pomme de terre fritée, la pomme de terre bouillie, la pomme de terre crue. C'est le même repas, mais ça dépend de la façon dont c'est consommé. Sa faculté, sa capacité à augmenter le taux de sucre après le repas, ça varie d'une forme de cuisson à l'autre. C'est l'index glycémique, c'est-à-dire la capacité à augmenter le taux de sucre après un repas. Planche numéro 27, vertu du dongo dongo, riche en nutriments, par exemple la vitamine A, C, K, B6, folate et vitamine B9. Les folates, c'est la vitamine B9. Les minéraux comme magnésium, calcium, fer, le potassium aident à renforcer les os, le système immunitaire et la vision. Planche numéro 28. Le dongo dongo contient aussi des antioxydants et anti-inflammatoires. Il protège les cellules contre le stress oxydatif et il a un potentiel rôle dans la prévention du cancer, notamment le cancer colorectal. La planche numéro 29. Le dongo dongo est bon aussi pour la grossesse, contient de l'acide folique, vitamine B9 ou vitamine M, essentiel pour le développement du fœtus et la prévention des malformations du tube neural. Planche numéro 30, les vertus du dongo dongo encore. L'effet est légèrement laxatif en cas de digestion lente ou de constipation légère. Le gombo peut aider à ramollir les selles et faciliter leur passage. Planche numéro 31. Précaution avec le dongo dongo. Les personnes souffrant de calculs rénaux doivent consommer les gombos avec modération car ils contiennent de l'oxalate, acide oxalique. Mieux vaut éviter de le cuire trop longtemps pour conserver ces nutriments. Donc, il faut consommer ça semi-cru. Planche numéro 32, différentes formes d'acide folique. Ça, c'est une parenthèse parce qu'on a parlé d'acide folique là-bas, contenu dans le dongo dongo. Maintenant, on va donner quelques explications sur l'acide folique. L'acide folique s'écrit souvent au pluriel, folate, au pluriel. Pourquoi? Si après, nous verrons pourquoi l'acide folique s'écrit au pluriel. Planche numéro 30, donc différentes formes d'acide folique. 1. Acide folique, forme synthétique égale forme oxydée et non active. C'est la forme de base précurseur inactif des formes bioactives, doit être réduite par DHFR, puis méthylée par MTHFR pour devenir active, la forme 5-MTHF. Précurseur général des formes actives, supplémentation, enrichissement alimentaire très stable mais pas directement actif. Risque d'accumulation non métabolisée. Comme il est stable mais il n'est pas actif, donc c'est la forme qu'on préfère pour les compléments alimentaires parce qu'il peut se conserver longtemps, mais dès que vous consommez ça, à ce moment-là, il se transforme dans l'organisme en acide folique actif. Planche numéro 34. L'autre forme d'acide folique, c'est le 5-méthyltétrahydrofolate, 5-MTHF. C'est la forme active principale circulante. Recyclage de l'homocystéine, méthionine, donneur de CH3, déjà active, pas de conversion nécessaire. Donneur de groupe méthyle, homocystéine, méthionine via la méthionine synthétase. Supplément bioactif de B9. B9, c'est l'acide folique justement. Donc, c'est le supplément bioactif. L'autre là, c'est le supplément inactif, mais qui se conserve plus. Tandis que cette forme, elle est directement active, mais ça se dégrade rapidement. Donc, supplément bioactif de B9, traitement des déficits BTHFR. Si on veut aller rapidement, on donne l'acide folique sous cette forme-là. Directement actif, bien absorbé. Recommandé si mutation MTHFR qui empêche la transformation de la forme inactive en forme active. Planche numéro 35, différentes formes d'acide folique suite. La troisième forme, c'est le 5-formytétrahydrofolate, acide folinique, le covorine, 5-formyl-THT. C'est la forme réduite, mais non méthylée. Réserve métabolique stable, conservation rapide en d'autres formes, se convertit rapidement à 5-10-méthyl-THT ou 5-MTHF, fournit des groupements formyl, par exemple la purine, traitement complémentaire en chimiothérapie, par exemple le méthotrexate. Chez les cancéreux, souvent il y a un déficit d'acide folique parce que l'organisme consomme beaucoup d'acide folique, alors on donne un supplément sous la forme de 5-formyl-tétrahydrofolate ou acide folinique. Donc, son efficacité, son action ne dépend pas de DHFR. Elle protège les cellules normales. Elle est utilisée en cancérologie comme on avait vu en chimiothérapie, c'est-à-dire les traitements qui soignent les cancers.
des traitements des molécules qui tuent les cellules cancéreuses. Planche numéro 36. La quatrième forme de l'acide folique, c'est le 10-formyl-tétrahydrofolate, 10-formyl-THT. Forme naturelle intermédiaire. Cette forme interconvertible avec d'autres THT, synthèse de purine, ADN, ARN, acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique, pas utilisée directement en supplément. Elle intervient dans la prolifération cellulaire. Elle est instable en dehors du métabolisme. Forme 6 de l'acide folique, acide folinique, forme pharmaceutique du 5-formyl-THT, forme synthétique équivalente au 5-formyl-THT. Contre-toxicité du méthotrexate soutient la division cellulaire. Donc, le méthotrexate, c'est un anticancéreux. Donc, l'acide folinique permet de contrecarrer la toxicité au niveau de ce méthotrexate-là qui est un anticancéreux. La forme synthétique équivalente au 5-formyl-THT convertit facilement en forme active 5,10-méthyl-THT puis en 5-MTHT. Soutient la synthèse d'ADN, antidote au méthotrexate, on avait déjà vu ça en haut. Traitement des intoxications au méthotrexate, prévention de la toxicité en oncologie. Ne nécessite pas de DHFR. Protège les tissus normaux. Planche numéro 38. Toujours la suite. Acide folique et le gène MTHFR. On a beaucoup parlé de MTHFR. Concernant le gène MTHFR, la conversion de l'acide folique en 5-MTHF dépend d'une enzyme, le méthylène tétrahydrofolate réductase MTHFR, qui transforme le 5,10-méthylène tétrahydrofolate en 5-méthylène tétrahydrofolate, 5-MTHF. La forme active utilisée pour recycler l'homocystéine en méthionine, ce sont des acides aminés. En cas de mutation du gène MTHFR fréquente chez certaines populations, cette conversion est ralentie, ce qui rend la supplémentation à 5-MTHF préférable. Le gène MTHFR se trouve sur le chromosome 1, locus 1p36.2, et code pour une enzyme qui porte exactement le même nom. Donc le nom du gène et l'enzyme portent le même nom, MTHFR. Donc ça peut signifier le gène qui produit cette enzyme-là, comme ça peut signifier directement l'enzyme. Planche numéro 39. On passe maintenant à l'oxalate. On avait parlé d'acide folique qui est beaucoup contenu dans les pommes quand c'est trop cuit. L'oxalate est un composé organique naturellement présent dans de nombreux aliments épinards, rhubarbe, betterave, chocolat, cacao, thé, surtout le thé noir, etc. Et aussi produit par le métabolisme du corps. Il peut se lier au calcium pour former de l'oxalate de calcium, principal constituant des calculs rénaux. Il est généralement éliminé par les reins. En excès, il peut poser des problèmes, surtout chez les personnes sujettes au lithiase rénal, c'est-à-dire au calcul rénaux, on appelle pierre au rein. Trop d'oxalate égale risque accru de calculs rénaux, surtout si l'hydratation ou l'apport en calcium est faible. L'oxalate est beaucoup contenu aussi dans les cacao, les histoires des dérivés, des produits qui sont issus du cacao. Ça contient beaucoup d'oxalate. Planche numéro 40. Maintenant, on va parler de l'huile de palme. La composition chimique de l'huile de palme. L'huile de palme est extraite du fruit du palmier à l'huile, Elaeis guinensis. Elle est composée essentiellement de lipides, environ 100%, et d'autres composés mineurs. Planche numéro 41. La composition chimique de l'huile de palme. Les lipides, environ 100%, ce sont des acides gras. Acides gras, les lipides sont tout ce qui, quand vous déposez sur un papier, par exemple, ça laisse une tache qui ressemble à la tache que produit les jus. Acide gras saturé, 50%, acide palmitique, 44%, acide stéarique, 5%. C'est parmi les acides saturés. Acide gras monoinsaturé, 40%, acide hyaluronique, 39%, acide gras polyinsaturé, 10%, acide. Donc c'est presque la composition recommandée pour la diététique, la composition telle qu'on recommande déjà pour l'alimentation. L'huile de palme a cette répartition déjà naturellement. Planche numéro 42. Composition chimique de l'huile de palme, autres composés bioactifs mineurs, caroténoïdes, provitamine A, 500 à 700 mg par kilo d'huile de palme, donnent la couleur, c'est les caroténoïdes qui donnent la couleur de l'huile rouge non raffinée. Parce que quand on raffine trop, ça devient transparent, un peu jaunâtre.
Les tocophérols et tocotriénols, vitamine E, antioxydant puissant. Ça contient aussi des phytostérols, de régulation du cholestérol, hypocholestérolémia. Ça contient aussi des coenzymes Q10, ça contient du squalène, on va voir ça plus tard. Et ça contient aussi des traces de magnésium, de fer, des zinc, donc des oligo-éléments et des quoi. Bon, planche numéro 43. Différentes formes de vitamine E. Vitamine E aussi à plusieurs formes. La vitamine E s'écrit souvent au pluriel aussi, les vitamines E. Pourquoi? Si après nous verrons pourquoi la vitamine E s'écrit souvent au pluriel. Planche numéro 44. Les familles de vitamines E et dérivés. Les dérivés naturels actifs de la vitamine E, ce sont les tocophérols avec OLs à la fin. Alpha, bêta, gamma et delta. Et les tocotriénols. Alpha, plus actif biologiquement, bêta, antioxydant modéré, gamma est spécifique contre les radicaux azotés, delta qui est aussi un antioxydant puissant. Nous voyons là que la vitamine E n'est pas unique, c'est-à-dire que quand on prescrit bien, quand on prend la vitamine E, il faut spécifier quel genre de vitamine E on veut prendre parce que toutes les vitamines E n'ont pas le même rôle, la même fonction. Comme là, nous avons vu que pour les formes actives, les tocophérols, il y a alpha, bêta, gamma et le tocotriénol alpha. Le tocotriénol alpha est plus actif biologiquement. Les tocotriénol bêta est un antioxydant modéré et le tocotriénol gamma est spécifique contre les radicaux azotés et le tocotriénol delta est un antioxydant plus puissant. Donc, toutes les vitamines E ne se ressemblent pas. Il faut choisir la vitamine E appropriée. Ça contient aussi des esters stabilisés, les tocophéryl, acétate, succinate et nicotinoate, etc. Ça contient aussi des vitamines E synthétiques, le DL-alpha-tocophérol, le DL-alpha-tocophéryl, acétate, etc. Forme modifiée spéciale de vitamine E. Il y a des formes hydrosolubles parce que la vitamine E normalement est liposoluble, c'est-à-dire que ça ne se dissout pas dans l'eau, ça se dissout dans les graisses. Donc, quand vous mangez des aliments qui ne contiennent presque pas de graisse, vous aurez des difficultés à absorber la vitamine E. Pour que ça soit absorbé, il faut consommer ça avec des aliments gras. Mais il y a des formes modifiées qui rendent la vitamine E hydrosoluble, c'est-à-dire soluble dans l'eau, qui peuvent être absorbées même en l'absence des aliments gras. Par exemple, ça rend la vitamine E hydrosoluble, phosphorylée, PEGylée, etc. On verra tout ça dans la suite. Planche numéro 45, les vitamines E, 1B, c'est-à-dire suite. Les familles de vitamines E et dérivés, les naturels actifs, les tocophérols, on avait vu, alpha, bêta, gamma, delta, et tocotriénol, alpha, plus actif biologiquement, bêta, antioxydant modéré, gamma, spécifique contre les radicaux azotés, les delta, antioxydant puissant. Planche numéro 46, les familles de vitamines E et dérivés, les tocotriénols, structure similaire aux tocophérols, mais avec une chaîne latérale insaturée, ce qui leur confère meilleure pénétration dans les tissus riches en lipides, exemple le cerveau, le foie, potentiels effets neuroprotecteurs, hypocholestérolémiants et anticancéreux. Alpha-tocotriénol, très fort antioxydant, neuroprotecteur, protège particulièrement les neurones. Bêta-tocotriénol, rôle antioxydant et protecteur cardiovasculaire. Gamma-tocotriénol, effet anti-inflammatoire et potentiel effet contre certaines cellules cancéreuses. Delta-tocotriénol, intéressant pour la réduction du cholestérol et la protection cellulaire. Comme on l'avait vu, donc les vitamines E ne sont pas toujours les mêmes. Donc il faut spécifier quel type de genre qu'il faut prendre. Planche numéro 47. Les familles de vitamines E suite et dérivés. Les tocophéryls. En chimie et en nutrition, les tocophéryls n'est pas une classe séparée comme les tocophérols ou les tocotriénols. C'est en réalité la forme ester ou dérivée du tocophérol utilisée pour stabiliser la vitamine E, notamment dans les aliments, les compléments alimentaires et les cosmétiques. Les tocophéryls par rapport aux tocophérols. Les tocophérols, forme naturelle et active de la vitamine E, directement biodisponible dans l'organisme. Tandis que les tocophéryls, c'est une forme estérifiée, exemple tocophéryl acétate, tocophéryl nicotinate, tocophéryl succinate, qui est plus stable face à l'oxydation et la chaleur, mais doit être convertie par le corps tocophérol actif. On avait vu que c'est pour les compléments alimentaires qu'on doit prendre pour la bouche, on préfère des formes un peu plus stables, pas actives, mais un peu plus stables pour la conservation. Et ces formes non actives là
Quand ça arrive dans l'organisme le transforme en forme active qui donne des effets souhaités. Planche numéro 48. La suite des vitamines E. Les principaux types de tocophéryl. Le tocophéryl acétate, très souvent, très courant dans les compléments et cosmétiques, stable à la lumière et à l'air. Dans la peau, il est transformé en alpha-tocophérol actif. Le tocophéryl succinate, forme ester avec de l'acide succinique, étudié pour ses effets potentiels anticancéreux. Le tocophéryl nicotinate, ester de vitamine E et de niacine, vitamine B3, niacine c'est la vitamine B3, utilisé pour stimuler la microcirculation cutanée. Le tocophéryl linoléate, ester avec acide linoléique oméga 6, utilisé surtout en cosmétique pour améliorer l'hydratation cutanée. Donc, vous voyez, rien qu'avec les tocophéryl, il y a plusieurs formes et chaque forme a son utilisation, a son indication. Ce n'est pas parce que vous avez prescrit la vitamine E que vous aurez tous ces effets-là, ou bien vous prescrivez mal et vous ratez l'effet que vous visez et vous obtenez un autre effet. Planche numéro 49, le vitamine E, utilité des tocophéryl. En nutrition, les tocophéryl servent de source de vitamine E dans les compléments car ils sont plus stables que les tocophérols purs. En cosmétique, antioxydants et protecteurs cutané, ils préviennent le ranciment des huiles dans les crèmes. En industrie alimentaire, les additifs antioxydants E306, E307, E308 et E309 pour protéger les graisses contre l'oxydation. Planche numéro 50. Les formes aqueuses ou modifiées pour certaines applications. Vitamine E succinate hydrosoluble, adaptée pour injection ou formulation médicale spéciale. Vitamine E phosphate, forme plus soluble dans l'eau, utilisée en dermatologie. Vitamine E PEG succinate TPGS, ester hydrosoluble lié à un dérivé de polyéthylène glycol, utilisé comme excipient pharmaceutique pour améliorer l'absorption de certains médicaments liposolubles. Planche numéro 51. Vitamine E PE-gylée. Une vitamine E PE-gylée est une forme modifiée de vitamine E dans laquelle on a attaché une molécule polyéthylène glycol, PEG, à la molécule de vitamine E. Le but est de changer ses propriétés physiques, en particulier sa solubilité. On avait vu ça plus haut, les vitamines qui ne sont pas solubles dans l'eau, on les modifie et puis ça devient hydrosoluble. Planche numéro 52, différentes formes de vitamine A. Vitamine A. Différentes formes de vitamine A, parce qu'on a vu que l'huile de palme contient aussi des caroténoïdes qui se convertissent dans l'organisme en vitamine A. La vitamine A s'écrit souvent au pluriel vitamine A. Pourquoi? C'est après, nous verrons pourquoi les vitamines A s'écrivent au pluriel. Planche numéro 53, différentes formes de la vitamine A. La vitamine A n'est pas une seule molécule comme les autres là qu'on a vu auparavant, mais un ensemble de composés appelés rétinoïdes, forme active animale, et caroténoïdes provitaminiques, qui sont des précurseurs végétaux de la vitamine A. Les animaux fabriquent la vitamine A, tandis que les végétaux fabriquent les caroténoïdes, qui, dans l'organisme humain, bien chez les animaux, est converti en vitamine A, les rétinoïdes. Voici les principales formes et leur rôle dans l'organisme. Planche numéro 54, différentes formes de la vitamine A. Forme animale rétinoïde déjà active. Ces formes animales sont déjà actives, n'ont pas besoin de conversion comme les caroténoïdes qui doivent d'abord être convertis en forme active. Ces formes se trouvent surtout dans les produits d'origine animale, les foies, les poissons gras, les laits, les œufs, et sont directement utilisables par l'organisme. Planche numéro 55, différentes formes de la vitamine A. Forme animale rétinoïde suite déjà active. Les rétinols, alcool de la vitamine A, forme de stockage et de transport dans le sang, peut se convertir en rétinal ou en acide rétinoïque selon les besoins. Donc ce sont des formes interconvertibles. Ce sont des formes un peu différentes mais interconvertibles. L'un peut passer à l'autre. Donc rôle de réserve et de transport. Planche numéro 56. Les formes animales rétinoïdes suite. Le rétinal, là on avait vu rétinol forme alcoolique, maintenant c'est le rétinal forme aldéhydique. Donc c'est le rétine aldéhyde, aldéhyde de la vitamine A, indispensable pour la vision égale composant du pigment rhodopsine et photopsine, dont l'iodopsine dans la rétine qui capte la lumière. Donc rôle dans la vision, on avait vu ce que c'est rhodopsine, photopsine, iodopsine. Les pigments visuels, c'est-à-dire les pigments qui permettent à la rétine de capter la lumière et de la convertir en signal nerveux, ce sont ce qu'on appelle
les opsines. Dans les bâtonnets, c'est-à-dire qui s'occupent de la vision nocturne, il y a les rhodopsines. Et dans les cônes qui s'occupent de la vision nocturne, la vision à forte lumière et la vision des couleurs, là on trouve des photopsines. Et parmi les photopsines, l'iodopsine qui s'occupe de la couleur jaune. Et parmi les photopsines, il y a l'iodopsine qui s'occupe de la couleur jaune ou rouge, quelque chose comme ça, dans la lentille qui capte la lumière. Donc c'est ça. Sa fonction, c'est le rétinal qui est là des 11,6 rétinal, c'est ça qui provoque, qui cause le phénomène qu'on appelle phototransduction, c'est-à-dire la conversion de la lumière en signal nerveux. Planche numéro 57. Les autres formes de vitamine A, les formes animales rétinoïdes suite, l'acide rétinoïque, c'est l'acide dérivé du rétinol, régule l'expression des gènes, intervient dans la différenciation cellulaire, la croissance et le développement embryonnaire, ne participe pas à la vision, donc rôle dans la régulation génétique. Planche numéro 58, la forme alimentaire, des formes alimentaires rétinoïdes des actifs, par exemple la forme encore de rétinyle, ester de rétinyle, rétinol estérifié, exemplé par palmitate de rétinyle, est-ce qu'une forme de réserve dans le foie, hydrolysé en rétinol lors de besoins. Toutes ces formes sont intervertibles. Quand il manque, l'autre là peut se convertir à l'autre forme pour suppléer. Planche numéro 59. Les formes végétales de la vitamine A, les caroténoïdes ou provitamines, sont des précurseurs de la vitamine A. Dans l'organisme se convertit en vitamine A. Une molécule de carotène donne 2 molécules de vitamine A. Avec l'avantage que la vitamine A, quand vous en prenez trop, ça devient toxique parce que c'est une vitamine liposomique qui s'accumule dans le corps, dans les tissus gras. Et quand vous en prenez trop, ça provoque des signes d'intoxication qui donnent par exemple des symptômes comme le pseudo-œdème de cerveau. Et maintenant, la caroténoïde, leur avantage c'est qu'avec une seule molécule, vous avez 2 molécules de vitamine A. Et quand vous avez déjà suffisamment de vitamine A, la conversion s'arrête et les caroténoïdes ne se transforment plus en vitamine A. Ce qui fait c'est un mécanisme de protection dont les caroténoïdes sont beaucoup plus sûrs que les carotènes, et que les caroténoïdes sont beaucoup plus sûrs que la vitamine A du point de vue de la toxicité. Donc quand on n'a pas une avitaminose A très sévère, c'est mieux de prendre la vitamine A sous forme de caroténoïdes que de le prendre sous forme de vitamine A. Mais quand la déficience est trop énorme, vous avez la vitaminose A déclarée mais moins pure, là il faut prendre la vitamine A pour aller vite. Donc, formes végétales, caroténoïdes et provitaminiques sont des précurseurs de la vitamine A. Ces pigments végétaux, carottes, patates douces, mangue, épinards, doivent être transformés par l'organisme en rétinol. Leur rôle provitamine A est antioxydant. Planche numéro 60, formes végétales, caroténoïdes, suite. Les bêta-carotènes les plus efficaces, les 2 molécules de rétinol générées par une molécule de bêta-carotène. Donc, 2 molécules de vitamine A générées par une seule molécule de bêta-carotène. C'est un antioxydant puissant. Planche numéro 61, le alpha-carotène, transformé moins efficacement en vitamine A que le bêta-carotène. Planche numéro 62, bêta-cryptoxanthine, présent dans les fruits orangés, comme la papaye, l'orange, la mandarine, activité provitaminique modérée. Planche suivante, rôle globaux de la vitamine A. La vitamine A intervient dans la vision, nécessaire pour la vision diurne ou crépusculaire et la perception des couleurs. Immunité, renforce les barrières épithéliales, par exemple la peau, la muqueuse, et stimule la réponse immunitaire. Croissance et développement, intervient dans la formation des tissus, la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire. Santé de la peau, favorise la régénération cellulaire, utilisé en dermatologie, par exemple les acnés et le psoriasis. C'est un antioxydant aussi, principalement via les bêta-carotènes. Protection contre les radicaux libres. On a déjà vu plusieurs fois les radicaux libres, leurs effets et tout ça. Planche numéro 64, encore une parenthèse, les dangers de la vitamine A pour l'embryon. Les effets tératogènes de la vitamine A apparaissent. Tératogène, c'est-à-dire la capacité à, au lieu que l'embryon se développe bien, l'embryon se développe sous forme de monstre. Il a beaucoup d'anomalies, par exemple l'encéphalie, manque de cerveau, ou bien 2 yeux, 3 yeux, ou bien un seul œil, ou bien manque de quelque chose comme ça. Donc, ça provoque un monstre. C'est ça qu'on appelle effet tératogène. Les effets tératogènes de la vitamine A apparaissent généralement lorsque l'apport dépasse 10 000 unités par jour.
ou bien 3000 microgrammes de rétinol chez la femme enceinte, surtout au premier trimestre. Un apport unique très élevé, supérieur à 25 000 unités en une prise, peut aussi présenter un risque. Soit vous prenez plus de 10 000 unités par jour, soit vous prenez plus de 25 000 unités en une fois, ça provoque des risques de tératogénie, c'est-à-dire le risque d'avoir un enfant monstre, surtout si vous prenez ça au premier trimestre là, de la grossesse. Il existe des capsules de vitamine A à 20 000 unités, à 100 000 unités et à 200 000 unités. Donc quand vous prescrivez, quand vous prenez la vitamine A, il faut bien voir, et puis de préférence, il faut toujours se conformer à votre médecin, demander l'avis médical avant de prendre la vitamine A, surtout chez les femmes enceintes au début de la grossesse, ou bien les femmes qui sont susceptibles de l'être, c'est-à-dire les femmes, par exemple, les femmes mariées, qui ne sont pas encore enceintes, ils ne savent pas si le mois prochain ils seront enceintes. Donc, dans ces cas-là, il faut toujours demander l'avis du médecin pour savoir si on peut prendre la vitamine A ou pas. Plan 65, les dangers de la vitamine A pour l'embryon, malformation congénitale, anomalie du système nerveux central, malformation cardiaque, anomalie crânio-faciale, exemple fente labio-palatine, malformation des membranes. Donc, avant de prescrire la vitamine A chez une femme, il faut s'assurer qu'elle n'est pas enceinte ou ne commence pas une grossesse ou n'est pas susceptible de redevenir contraceptive, stérilet, tout ça. Différentes formes de vitamine B6. La vitamine B6 s'écrit souvent au pluriel aussi. Il y a plusieurs vitamines B6. Planche numéro 67. Les différentes formes de vitamine B6. La vitamine B6 n'est pas une molécule unique. C'est un groupe de composés interconvertibles comme les autres, appelés vitamères. Les trois formes non phosphorylées, c'est la pyridoxine, les pyridoxales, les pyridoxamines qui viennent de l'alimentation. Il y a l'organisme les phosphoryle en PNP, PLP, PMP. PLP, c'est pyridoxal 5-phosphate et la forme réellement active comme coenzyme centrale dans le métabolisme des acides aminés, les glucides et les lipides. Si après les formes principales de la vitamine B6 et les rôles, ça c'est la planche 68, le chronomètre a indiqué qu'il ne reste plus beaucoup de minutes. La suite prend beaucoup de temps, alors je pense qu'on peut arrêter là. Donc quand on doit prendre des vitamines, il faut toujours s'assurer, il faut demander au médecin la forme exacte de vitamines que vous devez prendre, parce qu'il y a des formes de vitamines qui portent le même nom, qui n'ont pas les mêmes effets, d'autres qui sont même inactifs, et d'autres qui sont peut-être dangereux. Alors il faut toujours l'avis du médecin qui connaît quel genre de vitamines, quelle forme exactement de vitamines qu'il faut prescrire, qu'il faut donner, et comment suivre, et les doses et la fréquence à laquelle on doit prendre la posologie, et pour s'assurer, et même quand vous préparez des aliments, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont dangereux. On a vu comme les brocolis qui, quand ce n'est pas suffisamment cuit, ça peut provoquer le risque de goitre, des histoires comme ça. Alors, il faut être très attentif dans l'alimentation qu'on mange, il faut savoir qu'est-ce qu'on prépare, comment cuisiner, et en plus de ça, par exemple, d'autres risques, par exemple, qui n'ont pas de rapport avec l'alimentation africaine, le risque avec le porc, par exemple, vous savez que les porcs, d'autres animaux, les bœufs, peuvent avoir des parasites qui, quand c'est pas mal, quand c'est pas bien cuisiné, quand c'est pas bien chauffé, ça peut provoquer des échinosocoses, des histoires comme ça, des téniases cérébrales. Alors, quand on prépare, par exemple, les histoires des cochons, des porcs, des viandes, surtout quand ça n'a pas été suivi par comment on appelle ces gens-là qui s'occupent des animaux, les vétérinaires. Alors, il faut toujours consommer les macrosos, tout ce qui vient des cochons, ou bien la viande qui n'a pas été bien suivie par les vétérinaires. Ça doit être préparé au moins ça doit être cuit avec du grand feu pendant au moins 45 minutes pour tuer tous les germes, des microbes dangereux qui peuvent être contenus dans la viande là. Autrement, vous allez développer des toxoplasmoses, des cysticercoses cérébrales et peut-être d'autres maladies plus. Et souvent, ces histoires-là sont mortelles quand c'est mal préparé. Alors, il faut toujours être prudent. Vitamines, il faut demander l'avis du médecin qui connaît les formes des vitamines qu'il faut donner, et puis leur posologie, la viande, tout ça, il faut bien préparer. Alors, sinon, on tombe dans des situations difficiles, des complications et des... Nous avons terminé notre émission parce que le chronomètre Taurus commence à flasher, c'est-à-dire que nous avons consommé tout le temps nécessaire. Alors, nous vous donnons rendez-vous, aujourd'hui c'est jeudi, nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour la suite de l'émission. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu comprendre.
Et nous vous remercions beaucoup et nous vous demandons de donner des commentaires, des avis, des suggestions. Et nous vous envoyons toutes nos bénédictions pour que vous puissiez être en forme pour suivre nos émissions, les comprendre et les propager, les partager avec vos amis. Nous vous disons ciao et à la prochaine. Au revoir. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.